dire. Et Non, aujourd'hui, il n'a pas un ça va nez. pas. Ça va être minable. Il n'a pas la niaque aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fais peur là. Quel comédien. Quel comédien. Donc, passez une excellente soirée. Moi, je vais essayer de me glisser là-bas. Je ne serai pas là. Si c'est vraiment irrespirable, on peut mettre les climatisations. Oh non. Enfin bon, C'est bien comme ça. C'est bien. ça va. Ah, mais ça allait direct. Direct. Le public est prêt. Alors je vais quand même vous dire bonjour et vous dire que je vais vous chanter une chanson de Jacques de Broncard, qui était un auteur, compositeur, pianiste et chanteur dans les années 60 en France. Ça commence. Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 9 heures s'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux piqueurs. Alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare, je commande 4 expressos très forts, je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, je vois que machin va jouer Scapin, un rôle pour moi. Je vois que Dupont va jouer Néron, mais il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole? J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance. Et moi aussi, je serai l'idole des foules. Je suis comédien et je sens soudain mon destin porté de ma main. Alors je remonte prendre mon bain, je me sens des ailes, Paris tiens-toi bien. Je fonce à Boulogne, et en cours je dis, je veux voir Monsieur Dartmoor. En conférence, ça n'a aucune importance. J'attendrai, je suis dans un bon jour. Je suis comédien et quand le soir vient et que je n'ai pas vu Monsieur Dartmoor, alors je m'en vais, bonsoir aux copains, et puis le métro, cœur chagrin, cœur lourd. C'est que dans ma tête, le lampion s'éteint, dans mon cœur se meurt le bout en train, que l'affreuse peur du lendemain m'étreint. Je suis comédien, chez moi je reviens, ne croyant plus en moi, ne croyant plus en rien. Grâce à Dieu, j'ai encore du whisky, c'est cher le whisky, oui, mais ça guérit. Au 3e verre, déjà j'oublie ma vie sans amour, ma vie sans amis, vie que j'ai voulu seulement remplie de moi et de moi et de moi et de moi. On croit que c'est énorme, un moi, c'est tout petit. Je suis comédien, bientôt je suis plein d'alcool, plein de rêves, l'espoir revient. Je suis comédien comme une tempête, les répliques tournent, tournent dans ma tête. Je suis comédien, j'entre, c'est à moi, et j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, j'ai le monde en main, je suis roi, je suis Dieu, mieux que ça, je suis comédien. Il était une fois, c'était
dans ce pays-là, de toute façon, les années ne comptent pas, ou elles se comptent de façon complètement aberrante. Par contre, les noms des mois de ce pays-là sont les mêmes que chez nous. Donc, il était une fois dans ce pays-là, en février, il était une fois en février. Ça m'arrive de temps en temps, je commence à avoir des bugs. Les lunettes. Donc on était à février, bien sûr, voilà. D'ailleurs, ne cherchons pas naturellement plus longtemps le nom de ce pays-là, vous le connaissez tous, mais vous n'y êtes jamais allé. C'est le purgatoire. La plupart des gens pensent que le purgatoire se trouve quelque part dans le ciel, un peu juste sous le paradis, un peu comme dans un gros siphon. Et puis là, les âmes, se mélangent et puis elles peuvent passer un temps indéterminé. Et seules, naturellement, les quelques âmes vraiment vertueuses peuvent sortir pour accéder enfin, bien sûr, dans le siphon et surtout après, dans la cuvette luisante du paradis. Alors que les âmes, par contre, pécheresses, finissent tôt ou tard par passer par l'enfer. Cette conception, disons, Jacob de Lafont, du purgatoire, je ne la partage pas. Je l'ai découverte personnellement dans une autre version, en lisant, et ça m'arrive très souvent, en lisant les théologiens, en particulier un théologien du IIIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelait Origène. Origène qui a beaucoup réfléchi à la question et qui a prétendu qu'après la mort, eh bien, l'âme ne part pas directement soit vers le paradis, soit vers les enfers. Non, non, elle passe un temps flou, indéterminé, une sorte de grand tamis immense, comme ça. Et ça peut durer des siècles et des siècles, des éternités et des éternités. Et Origène, d'ailleurs, a trouvé un mot fabuleux pour dénommer ce temps d'expiation. Il l'appelait, c'est un mot que vous connaissez tous, l'apocatactase. C'est un mot intéressant d'ailleurs à travailler au théâtre. Je le redis, apocatactase. Donc il était d'une fois en apocatactasie, deux âmes qui se rencontrèrent, c'était au mois de février. D'un côté c'était l'âme de Molière, mort en février 1673, et de l'autre c'était Dalida, morte au mois de mai 1987. Pourtant, me direz-vous, mais que vient faire Dalida dans un mois de février alors qu'elle est morte en mai? Ne cherchez pas, il s'agit simplement d'une erreur administrative. Ce jour-là, elle a été reçue par un fonctionnaire français qui était en chômage. Donc Dalida se retrouve avec Molière. Et la conversation commence. Molière s'adresse à Dalida. Ainsi donc, chère Dalida, vous avez toujours rêvé de mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir devant les projecteurs, et pourtant vous avez terminé vos jours, rappelez-vous, les boyaux remplis de whisky et de barbiturique. Hélas, nous, à cette époque, nous ne connaissions pas ces deux produits, et puis surtout, à notre époque, mais on ne connaissait pas les lasers, les spots, les lights, tout ça. Donc nous avions des belles rangées là, de chandelles, et qui parfois d'ailleurs foutaient le feu au rideau. Et vous, chère Dalida? Et Dalida répondit alors, oh, pour ma part, avec ce merveilleux accent égyptien, qui faisait frétiller d'ailleurs l'intimité pantalonnière de François Mitterrand. Pour ma part, j'ai toujours rêvé effectivement de mourir sur scène. Mais surtout, je me demande quel plaisir vous avez pu rencontrer, vous, Molière, puisque vous êtes mort sur une scène de théâtre. Oh, ça a dû être un moment magnifique, ça a dû être même le clou du spectacle. Le clou du spectacle, racontez-moi cela. Et Molière, bien sûr, interrompt, dit, désolé, je ne suis pas mort sur scène. Je ne suis même pas mort en coulisses. Eh non, nous étions en train de jouer la dernière scène du Malade imaginaire, et puis soudain j'ai commencé à cracher du sang, alors les comédiens se sont affolés, le public se demandait ce qui se passait, moi je suis vite sorti, on m'a emmené d'urgence à la maison, mon épouse, la jeune Armande, tête gourde et qui voulait me faire boire à tout prix les bouillons, j'en voulais pas de ces bouillons, je les ai refusés. Elle était tellement en colère, elle m'a dit, puisque c'est comme ça, va te faire voir. Eh bien, je me suis retrouvé tout seul dans mon lit. Heureusement, deux braves religieuses que j'avais l'habitude de recevoir chez moi sont venues prier
à mes côtés afin de m'accompagner jusqu'à mon dernier soupir. Et elle priait, mais moi, mon sang refluait dans ma gorge. Alors j'ai voulu leur faire comprendre que je croyais vraiment en Dieu, que je regrettais de n'avoir été toute ma vie qu'un comédien, et que je voulais mourir à tout prix, mais enterré dans une terre chrétienne, et non pas comme un chien. Le sang, je n'arrivais pas à parler. J'étais obligé de m'exprimer par geste. Elles ont cru que je leur jouais une nouvelle pantomime. Ah ouais, elles se tordaient de rire pendant que moi je me tordais de douleur. Et puis, qu'aurait pu faire, bien sûr, deux petites religieuses de quartier face à la décision de l'archevêque de Paris. Molière, pas question, pas de messe publique, qu'ils disparaissent le plus vite possible, et de nuit, hein. Les médecins se sont frottés les mains. Molière, qu'il crève. Trop tard, j'étais déjà crevé. Hein. Les dévots, les hypocrites. Il y a tant mieux, et bien fait pour lui. Eh oui, j'ai terminé ma vie ainsi, et puis j'ai commencé à descendre à la fosse, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une angoisse terrible. Je me suis dit, je vais disparaître dans les enfers. Et regardez où je suis maintenant, en apocatactasie. Et voilà, c'est tellement facile. Et vous, ma chère Dalida? Oh ben moi par contre, ça a été encore beaucoup mieux. Je vous raconte. Juste après mon suicide, j'ai commencé à envoyer un article à Paris Match afin de leur raconter comment ça s'était passé. Et là, bien sûr, tout le monde a commencé à avoir de la pitié pour moi. Et le jour de mon enterrement, rendez-vous compte, il y avait plus de 40 000 personnes à l'église La Madeleine à Paris. Un succès! Jamais d'ailleurs je n'avais connu un tel succès. Incroyable! 40 000 personnes. Seul Johnny Hallyday peut-être a fait mieux. Et encore. Et voilà. Et maintenant, cher Molière, comment pourrions-nous conclure? Et Molière dit, c'est bizarre ça. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez pu être enterré dans une église, alors que l'église, normalement, n'admet pas les personnes, n'est-ce pas, madame? Les personnes qui mettent leur fin à leur existence. Et Dalida répondit, si on le voyait pas, c'est simple, Dalida répond, mais vous n'êtes pas au courant? Depuis 1984, le suicide n'est plus condamné par le Vatican. J'ai eu la chance de mourir en 1987. J'ai pu partir tranquille. Ah, et Molière a dit, vous savez, on en parle très souvent ici au paradis, au purgatoire. Et surtout, on en parle avec un nouveau venu, le pape François. Il nous dit que depuis votre enterrement, il n'y a jamais eu autant de monde dans les églises. Ah, ça c'est un bon score pour la chrétienté. Il était une fois dans un pays, il y a très longtemps, j'ai oublié le nom des années de ce pays. Par contre, ce que je sais, c'est que les mois sont les mêmes que chez La chanteuse sourit sur la scène, toutes ses dents dehors. Elle chante l'amour, les oiseaux, les fleurs, Paris la Seine. Elle fait son œil de biche et sa voix de velours. La chanteuse ouvre son cœur de femme, soigne ses demi-teintes, fourbit son si bémol. Elle enlace le micro, se bat, caresse le public, le câline, le cajole. Mais le public s'en fout. Il mange, il boit, il beugle, il baffre. Il en est au faisan, il en est au fromage. Il prend la vie par le bon bout. Mais le public s'en fout. Il plonge, il nage dans les sources. Il se dégrafe, il se déchausse. Il entend rien, mais rien du tout. Et il appelle les maîtres d'hôtel, commande encore du vin, se tape sur les cuisses. Et la chanteuse, qu'elle chante ou qu'elle rentre en coulisses,
Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. La chanteuse souffre sur la scène. Elle se dit « Oh les vaches !» Et tout en souriant, les vermines, je les aurai quand même. Je leur arracherai leurs applaudissements. Renversant la vapeur, elle clame les malheurs de la guerre, les soldats éventrés. Elle met ses tripes sur la table, hurle à la mort. Un chien même en aurait pitié. Mais le public s'en fout. Repu, il fume des cigares. Il en est aux liqueurs, il en est aux histoires de fous, de fesses, mais de fesses surtout. Alors plus personne ne se retient plus. Chaque homme tâte sa voisine, qui renverse son verre de fine et fuse en petits gris aigus. Les genoux cherchent les genoux, les mains s'égarent sous les tables. Et la chanteuse, qu'elle aille au diable. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. La chanteuse pleure dans sa loge. Elle se dit, mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas restée coiffeuse, coiffeuse à Limoges? Au moins là-bas, personne ne se foutait de moi. Quand soudain, emportée par la rage, elle jette son manteau sur sa robe enlamée, traverse la rue entre sauvages au cabaret d'en face et finit la soirée. Et elle aussi, à se foutre de tout, et d'abord de la chanteuse qui braille sur la scène. À l'idiote, elle s'éboumonne, se dépasse, se démène, alors que le public s'en fout. Et elle appelle tous les chefs de rang. Dites donc, changez-moi ce champagne, il est tiède. Et la chanteuse aussi, tenez, elle est trop laide. Vous l'avez, j'en suis sûr, depuis au moins 40 ans. Je veux du personnel à mes genoux. Je veux des violons, je veux des tziganes. Ah non, non, et ne répliquez rien, vous gredanes. Je suis le public, moi, et je m'en fous. Pierre-Alain, c'est à toi. Tu peux annoncer, merci, c'est gentil. À moi? Mais Oui. annoncer quoi? Bah, annoncer la chanson qui va suivre, merci. Ah oui, mais laquelle? Celle que je t'ai donnée tout à l'heure sur la conduite. D'accord ? Je te l'ai envoyée, la conduite. Quelle conduite? Mais tu n'arrêtes pas de m'en donner les conduites, tu les changes à chaque fois, alors... Non, mais je te parle de la C'est conduite laquelle, d'aujourd'hui. La conduite de... C'est La ça. conduite d'aujourd'hui. Ah oui. Oui, la Veille-sur-Var. Septembre. Ah oui, voilà, 14. c'est ça. Voilà, ça y est, je l'ai. Dimanche, tu m'as dit Pierre-Alain Lille, journal. Exclusive, Jacques Prévert tombe d'une fenêtre, se fracasse sur Non, le toit. Ça, c'était l'année dernière, ça. Il n'est plus dans le coma? Non. Tu peux retrouver ce qui était plein de cette année. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà, je l'ai. Bon. Alors, et maintenant? Oh Quoi? C'est nul, le public il sait que c'est maintenant. C'est nul. Et puis, ce titre-là, artiste. Quoi? Public, il s'en doute que les artistes, il vient pas, il n'a pas réservé, dont 2 qui n'ont pas réservé sans doute. Pour voir des cajous, des poireaux. D'abord, c'est pas artiste, point. Non mais, oui, moi j'aurais dit vie d'artiste, ça c'était bien. Vie d'artiste. Vie d'artiste, même parce que moi j'ai l'impression que vie d'artiste, ça fait un peu comme un vide-grenier. Voilà.
Comme si on vendait des artistes, hein, des nuls, des ringards, des milliards, des comme ça. Alors que si tu pouvais essayer d'annoncer intelligemment l'histoire d'un mec qui se voyait déjà, tu vois, au bout de l'affiche. On a parlé du point d'exclamation. Mais parce que tu as tout à fait raison. Artiste, point d'exclamation. Le point d'exclamation, mais ça veut tout dire. Artiste! Artiste. Vous méprisez. Artiste. Vous l'insultez. Artiste! Hein, tu comprends? Bon. Et maintenant, mesdames et messieurs, Ah. la suite. La suite. Oui, la suite. Maintenant, chaque fois que tu me demanderas d'annoncer, je dirai la suite. Comme ça, je ne me tromperai pas sur tes centaines de conduites. D'accord. La suite. Voilà. Original, ça. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je voyais déjà adulé et riche, signant les photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celui qui le soir pourrait par faveur se vendre mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage, mais la voix est là, je sais précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi le public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de vol, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Ce complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je voyais déjà en haut de l'affiche, non, je voyais déjà en photographie, faisant un succès à mon air. Je voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je voyais déjà racontant ma vie à des débutants, friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, minutais des rames de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant le parterre, monté sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si rien n'a marché pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi je vais trop pur, ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Ça, c'est, je vais vous dire, c'est vraiment très compliqué d'être en haut de l'affiche. Moi, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Rien à faire. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut tout le temps monter, redescendre de scène. On n'est pas applaudi, on est mal vu, etc. C'est très difficile. Moi, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, je la tiens de Raymond Devos. C'est l'histoire d'un artiste. Ben, je vous assure qu'elle est criante de vérité. Alors voilà. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie.
Il est vert de peur. Il manque de chavir à chaque instant. Et pourtant il clame « Oh, mais c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde !» Et pour se rassurer, il chante « Maman, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes ?» Et plouf, il tombe à l'eau. Il est rappelé ainsi à la dure réalité de la fiction. Lui, qui se voyait déjà en haut de l'affiche, se voit en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il dit tout simplement « Ben, le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté, comme une bouteille à la mer, dans laquelle on a inséré un message de détresse. Il a envie de crier « Oh, une bouteille à la mer !» Mais, comme la bouteille, ben, c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il dit « Oh, bah, l'eau, elle est fraîche, mais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. » Et puis il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait la Manche. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Et plouf, il retombe à l'eau. Le public, lui, qui est resté bien sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de l'emmener en bateau. Mais enfin, quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois ce soir donne de la gîte à tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord! Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul à bord, il crie « Je suis le seul maître à bord !» Il ajouterait bien après Dieu, mais vous savez, Dieu dans l'imaginaire, on risque absolument pas de le rencontrer. Certes, Dieu existe, mais il existe dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, ce n'est qu'une vision de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait très bien qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier « Je suis le seul maître à bord après Dieu », il crie « Je suis le seul maître à bord. Oh, eh ben, après moi, le déluge. » Et tandis que sa planche, qui s'enfonce dans les eaux, l'artiste n'a plus qu'une seule idée en tête, sauver la recette. Alors il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, sachez que la planche pourrie sur laquelle je vais sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir a été sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît complètement dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et ses deux pieds touchent le fond. Il est vrai que la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas-fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors, l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Oh, une planche à la mer !» Mais, comme la planche, ben c'est lui. Et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il clame « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. » Et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait aucun survivant. Alors, le public, imperméable jusque-là, se dit « Ouh, ben ça alors c'est un spectacle cool. Pas de survivants. Ouh, ça promet une fin heureuse. »
Et après avoir crié bis, bis, il crie terre, terre. Et c'est le miracle. Devant un public médusé, l'artiste, transfiguré, regagne la rive en marchant sur les flots. Et il va se noyer dans la foule. Oh, bravo. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en bisou, je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter, Manon Carmel ou Cornaville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas. Je suis paré pour l'opéra. Les clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un cours de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini, je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la Calas. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville, en rêvant que je suis à la salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Moment culturel. Ça promet. La rencontre, c'est marqué d'ailleurs sur notre la rencontre du théâtre et de la danse. Pour nous, c'est la rencontre de M. Constantin Stanislavski, que vous connaissez tous, pour la plupart, bien sûr. C'est un des maîtres de la mise en scène contemporaine. Aussi bien d'ailleurs du côté russe que du côté acteur studio aux États-Unis. Et puis par contre, la danse pour nous, c'est un peu plus compliqué, parce que je connaissais très peu de choses sur elle. Je vais vous parler d'Isadora Duncan. Isadora Duncan, vous savez ce qui lui est arrivé là pour Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est étranglé avec son foulard. C'est un étrangleur? En voiture. Ah d'accord, oui. Elle avait un long foulard. Le foulard s'est pris dans les roues de la rayons de la roue de sa voiture. C'est une voiture de course qui faisait 70 km à l'époque. Voilà. Et donc elle est morte étranglée, c'était terrible. Elle est morte à Nice. Hein. Et donc Isadora Duncan, elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Ma vie. Et dans ce livre, elle raconte à un moment la rencontre qu'elle a faite avec M. Stanislavski. Parce qu'elle était partie en tournée, donc c'est au début du XXe siècle, elle part en tournée en Russie, et puis elle est déjà très célèbre, puisque c'est quand même elle, les gens qui ont fait de la danse, vous le savez, les dames surtout, c'est elle qui a commencé à retirer le tutu, puis qui a enlevé aussi les bas, et puis qui a enlevé également les chaussons de danse pour pouvoir danser le plus librement possible. Et donc Stanislavski est très intéressé par ce qu'il voit. Et de son côté, Isadora Duncan est très intéressée par la mise en scène de M. Stanislavski. Ils sympathisent et un soir, ils se retrouvent
devinez où, il se retrouve dans la chambre d'hôtel d'Isadora Duncan. Lecture. Comme Stanislavski était extrêmement occupé tout le jour dans son théâtre par ses répétitions, il avait l'habitude de venir me voir fréquemment après le spectacle pour continuer nos entretiens artistiques. Dans son livre de souvenirs, il dit à propos de nos entretiens « Je suppose que j'ai dû fatiguer Isadora Duncan avec mes questions techniques. » Non, il ne me fatiguait pas. J'éprouvais à faire part de mes idées un enthousiasme débordant. L'air vif de ce temps de neige, la nourriture russe et surtout le caviar avaient complètement guéri ma faiblesse languissante, causée par un récent chagrin d'amour trop spirituel avec un jeune amant qui ne connaissait rien d'ailleurs aux besoins de la chair. Et maintenant, tout mon être aspirait au contact d'un mâle fort. Je vis en Stanislavski le mâle que je cherchais. Un soir, je le regardais avec sa belle figure fine, ses larges épaules, ses cheveux noirs qui grisonnaient à peine sur ses tempes, et quelque chose de moi se révolta soudain à l'idée de jouer toujours le rôle de la muse, l'égérie inaccessible, l'inspiratrice platonique que ne saurait atteindre le commerce des sens. Comme il était sur le point de partir, je posai mes mains sur ses épaules, les enlaçai de son cou puissant, puis, abaissant sa tête vers la mienne, je l'embrassai sur la bouche. Il me rendit mon baiser avec tendresse, mais il avait un air d'étonnement extrême, comme si ce fût la dernière chose à laquelle il s'était attendu. Alors, comme j'essayais de l'attirer davantage vers moi, il se redressa, et me regardant avec consternation, il s'écria « Mais Isadora, que ferions-nous de l'enfant ?» Je prends l'accent russe parce que je pense en même temps à mes amis de la compagnie Hill qui font un spectacle russe. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que dans la salle, c'est plein d'acteurs, on peut les applaudir. C'est plein de metteurs en scène, on peut les applaudir. C'est plein de musiciens. C'est plein d'auteurs de théâtre aussi, qu'on peut applaudir. Et des cabotins qu'on peut m'applaudir. Donc, mais Isadora, que ferions-nous de l'enfant? Mais quel enfant, demandai-je? Mais notre enfant, naturellement. Qu'en ferions-nous? Voyez-vous, continua-t-il d'un air grave, je ne voudrais pas qu'un enfant de moi fût élevé hors de ma direction. Et cela serait difficile dans ma maison. Mon sens de l'humour ne put résister au sérieux extraordinaire qu'il mettait dans ses paroles, et j'éclatai de rire. Sur quoi il me regarda d'un air misérable, me quitta, s'enfuit le long du couloir de l'hôtel. Je ris de son attitude pendant la nuit, et pourtant, en dépit de mon rire, j'étais exaspéré et irrité. Je me demandais pourquoi des hommes vraiment raffinés peuvent, après certains entretiens très chastes, avec des femmes intellectuelles, prendre leur chapeau et disparaître dans la nuit, afin d'aller se soulager dans des lieux de réputation douteuse. Mais j'étais une femme, et je n'avais pas le droit à ce genre d'exutoire. Plusieurs années plus tard, je racontais l'histoire de Stanislavski à sa femme, qui fut prise d'une folle gaieté et s'écria « Ça ne m'étonne pas de lui, il prend la vie tellement au sérieux ». Durant les quelques semaines où je fréquentais le théâtre de Moscou et son maître, quelle que fût ma tactique d'approche, j'obtenais tout au plus quelques petits baisers furtifs de Stanislavski, mais pour le reste, je me heurtais à une résistance habile et obstinée dont il ne fallait rien espérer. Il ne se risquait plus à venir dans ma chambre après le théâtre. Mais un jour, il me donnait une grande joie. Il m'emmena en traîneau découvert jusqu'à un restaurant dans la campagne. Nous déjeunâmes en cabinet particulier, nous bûmes de la vodka, du champagne, et nous parlâmes enfin sincèrement, les yeux dans les yeux. Et de quoi parlâmes-nous durant le repas? Nous parlâmes d'art et d'artistes. Nous parlâmes uniquement d'art et d'artistes. Je fus alors convaincu qu'il aurait fallu être Circé en personne pour venir à bout de cette Ulysse du théâtre russe, de cette forteresse de vertu qu'était le maître Constantin Stanislavski. Comment, dans un spectacle consacré aux artistes, ne pas faire l'éloge aussi des artistes peintres? Et qui de mieux placé que Baudelaire, certes poète,
mais aussi critique d'art et surtout fervent amoureux de la beauté pour le faire. Dans son poème Les Phares, Baudelaire nous plonge dans l'univers des grands peintres. Dans les premiers quatrains, il nous décrit leurs œuvres, puis il compare ces peintres à des phares, des lumières qui éclairent le monde et dévoilent notre condition humaine sous toutes ses formes. Leurs tableaux, par leur beauté, transcendent l'humanité en une œuvre d'art qui témoigne de sa dignité et la rapproche de Dieu. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague, où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit, des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Va-t-on, ce carnaval, ou bien des cœurs illustres, comme des papillons heurtants flamboyants, des corps frais et légers, éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles eaux miroirs et d'enfants toutes nus pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est, pour les cœurs mortels, un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un soir tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie, et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans leur lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert
tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et cylindres garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, sans voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps.
Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. As-tu peur de paraître en public ce soir? Réponds. Tu as peur? Ah, tu es déjà un artiste. C'est bon ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention, comprends-moi bien. La peur, c'est une précaution. Sois agité et nerveux, mais sois-le follement. Mais dans ta loge seulement. Là, c'est pour te soulager, c'est chez toi, tu ne risques rien. Mais n'oublie pas surtout qu'il ne faut jamais vaincre et avoir peur en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire hésitante. Le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, les espoirs les plus grands, les craintes les plus folles. Et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, il emporte avec lui tout cela dans les frises. Sur scène, sois léger, sois simple, sois charmant. Surtout, ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent. Ne sois pas trop intelligent. C'est inutile. Ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais de rôle secondaire. Surtout, ne singe pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais. Et quand on est doué, qu'ils sont des criminels, car ils n'enseigneront jamais que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux qu'on apprend sont toujours faux. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà délicieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est mieux que tout. C'est magnifique. Oh, tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est magique. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Souviens, je viens de faire quelque chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup, car ça commence d'un seul coup. Oh, le bruit que ça fait, tu verras, c'est très beau. Je l'ai déjà dit, oui. Tout à coup, ça commence à souffler. Et voilà les silences rompus qui volent en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui roule et le secoue. Et le bruit au galop qui traverse la salle emporte tout. Les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Tant pis. Sois ignoré. Laisse plutôt la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont de grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Et sois un paillasse, un pantin, un pitre, que t'importe, mais sois-le follement. Et je sais bien qu'on dit d'eux, ça va. Et fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, si qu'il a quitté la porte, va, ça ne fait rien. On oublie toujours ceux qui vous ont fait du bien. Et peut-être qu'un jour tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Et peut-être qu'un jour tu seras populaire. Et ça, vois-tu, ça, c'est presque aussi beau que l'amour. Sacha Guitry. Ah. Il y a des artistes. Attends, je vais faire.
chansons. Parmi les artistes, beaucoup ont une longue carrière, une carrière très remplie, et pourtant ne sont jamais connus du grand public. Eh bien, Marie-Thérèse Aura en fait partie. Elle a 90 ans et elle est toujours sur scène. Alors Marie-Thérèse Aura, c'est une chanteuse et une comédienne de théâtre et de cinéma. Elle a par exemple joué dans Oscar avec Louis de Funès. Artiste de la rive gauche, elle a travaillé aux côtés de Georges Brassens, de Nicole Croissy, d'Anne Sylvestre. Et elle a beaucoup créé des chansons de Jacques de Broncard, dont je vous ai chanté des chansons au début de ce spectacle. Donc un soir, elle a raconté à son amie Anne Sylvestre une histoire curieuse qui lui est arrivée à la fin d'un spectacle. Anne Sylvestre a été très émue et très touchée par cette histoire. Elle est revenue la voir quelque temps plus tard avec cette chanson que je vais vous interpréter et elle lui a offert. Ça s'appelle « Va lui dire à la petite ». À cette époque-là, de galère en gala, je gagnais sans éclat mes galons de chanteuse. Était-ce à l'Alhambra, Bobino ou Pacra, qu'un beau soir m'arriva cette histoire curieuse. Un homme s'est avancé, puis il a murmuré, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi, va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste. La vie talent, ça se mérite. Oh, excusez-moi, je me suis planté, on va recommencer. Pierre Alain. Excusez-moi. On en parle, on va partir. La vie passe trop vite. Oui. À cette époque-là, de galère en gala, je gagnais sans éclat mes galons de chanteuse. Était-ce à l'Alhambra, Bobino ou Pacra, qu'un beau soir m'arriva cette histoire curieuse. Un homme s'est avancé, puis il a murmuré, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi, va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite. La vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste. Le succès, ça se mérite. Elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez. Je suis qu'un garçon de café. C'est ma femme qui m'envoie. Et le coup d'œil, elle l'a. Et j'ai continué de jouer, de chanter, enchaînant les tournées, les cinés, les théâtres. Et j'ai toujours gardé, au cœur bien accroché, ce désir obstiné, cette envie de me battre. Revoyant bien souvent cet inconnu disant, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi, va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite. La vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste. Le succès, ça se mérite. Elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez. Je suis qu'un garçon de café. C'est ma femme qui m'envoie. Elle, le coup d'œil, elle a. À présent, quand je vois les années derrière moi, je regrette parfois de n'avoir pas su dire qui êtes-vous, donnez-moi votre adresse. Et je crois qu'on pourrait quelquefois échanger des sourires. Mais il était parti, anonyme et sans bruit. Je voudrais tellement dire à ces braves gens, leur dire que la petite, toujours elle résiste. La vie est passée vite, mais elle est encore là. Leur dire que la petite, elle a tracé sa piste de femme et puis d'artiste, et qu'elle n'oubliera pas le courage puisé chez un garçon de café, chez sa femme qui un soir lui ont donné l'espoir. Bravo, bravo.
micro, sans micro, parce que moi j'ai. Ah ben t'as ton micro, on peut prendre les nôtres. Allez, ça sera plus vivant. Tu as des paroles? Ah, attends, je vais mettre une anti-sèche. Faudrait pas prendre au cas pour une généralité. Non, mais C'est pas gentil. Un peu forte la guitare, ça va? Non, Oui, un peu? non. Tu sais de toute façon qui Je joue. pense que vous allez pouvoir reprendre avec nous, tout le monde connaît ça. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie, garder sa vie dans un cirque aux États-Unis. Quand le phoque s'ennuie, quand le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand le blond est lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. Quand le phoque s'ennuie, quand le phoque il regarde son poil qui brille. C'est contagieux, c'est contagieux. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille. Allez, vas-y, Alzheimer. Comme les après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti puis je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Un petit bis. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh, ouh,
À bientôt. Merci à Paris de nous accueillir pour la 4e fois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on revient l'année prochaine. Oh si. Oui. Pardon? Ah ben, une petite dernière, voilà. Oui. Encore On ne prévoit jamais rien. Vous ne prévoyez pas de rappel? Bah alors, C'est ça le rappel. encore une autre fois d'un C'est une autre grande spécialité. spectacle. Dans Paris, les rappels sont imposés et non sollicités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Non, mais si. D'un autre spectacle. Du spectacle Précédent. Provence. Qu'est-ce que tu penses de la montagne? Ah bah oui, allez, bien sûr. La montagne, allez, la montagne. Bon, ça c'est une chanson Dans la nature. C'est une chanson avec laquelle nous terminons un spectacle qui est un succès cet été. Un succès, donc c'est la Spectacle sur la Provence. Voilà. Bah alors. Avec des textes. Non, mais Oui, pas non, trop, qu'il y a eu c'est sûr. du succès, Bon, c'est vrai. pas trop de trucs en provençal, non, même pas comme ça. Il y a eu un peu quand même des Marseillades, mais c'est parce que putain, quand même, les jeunes de Marseille, quand même, ça. Mais les Provençaux, pas trop. Pardon. Tu as besoin Bon, bah allez, tu l'as. Mais à cause de votre pollution, je vais quand même prendre des antisèches. C'est contagieux. Vous rayonnez des choses qu'on connaît depuis 40 ans. On avait prévu 1 heure, nous. On est payé 1 heure, je sais. C'est petit. Mais qui est comédien. Ah oui, d'accord. Qui fait quoi déjà? Je commence. Tu fais la On a première phrase et fait- puis après, c'est moi. La Après, guitare, c'est qui déjà? c'est Ah, toi. la guitare, c'est- Ah, mais d'ailleurs, ça tombe De bien. toute façon, ça s'appelle. Et Ah, dans les mais mains. il en joue aussi. Hein. Je fais le début. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original lorsqu'ils s'essuyaient machinal vers l'air de manche les lèvres. Mais ils savaient tout ça propos, tuer la caille, le perdreau et manger la tome des chèvres. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec les mains dessus la tête, ils avaient monté les murettes jusqu'au sommet de la colline. N'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, rose comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Pierre, Leurs vies seront tristes pour fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sort. J'ai pas le droit de chanter. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, bouffer du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Allez, un petit coup pour la route. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles
Merci Mimi. On vous aime. À que. Bravo et merci. Je ne sais pas si c'est un succès aussi dément que cet été, mais en tout cas, c'est apprécié. Hein. Je dois quand même vous dire que je m'occupe d'un théâtre à Sainte-Tulle, et Sainte-Tulle-Volx, et curieusement, je crois qu'il y a 3 troupes du Var, de la tienne, celle d'Hélène et compagnie Yves, qui allaient bientôt venir. On commence avec toi, on continue ensuite avec toi. Merci infiniment. Mais de rien, de rien. On s'en va à l'ascenseur. En tout cas, la carte blanche que vous nous offrez est toujours aussi réussie. Oui, bravo. C'est sympa. Je ne vais pas partir, Non, mais restez bien là. On est bien avec vous, on ne sait plus quoi faire là. Oh là là. On est un peu perdus. Comment ça se fait Non, que ça... c'est le spectacle qui suit, c'est à 19h. Ben, on a... On va effectivement. On a le temps, non? J'ai pas Il est 18h10. Ah oui. On a le temps, encore une.